Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans les coulisses du voyage. Vous vous apprêtez à écouter la partie numéro 2 de l'épisode sur le voyage itinérant en kayak avec Céline. Donc si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous suggère de le faire avant d'écouter celle-ci. Après avoir discuté avec Céline de sa traversée de 1000 km sur la Loire, on va continuer à ramer, mais cette fois-ci du côté de la Corse, car Céline a fait le tour de l'île de Beauté en kayak. Elle va donc continuer à nous prodiguer de bons conseils, notamment les spécificités du kayak en mer, mais elle va aussi beaucoup nous raconter des anecdotes sur ses différentes rencontres, heureuses ou malheureuses, sur cette très très belle île. Sur la mer, en fait, tu as plusieurs facteurs qui vont chambouler un peu ton itinéraire et ton programme de la journée. Donc, il y a les marées, parce que même, en fait, sur la Méditerranée, elles sont toutes petites, les marées, mais il y en a quand même. Donc, selon là où tu veux aller, si tu veux rejoindre une plage et que c'est marée descendante, bah, tu vas être quand même tiré vers le large. Donc, tu vas devoir pagayer beaucoup plus fort et tu vas te fatiguer pour rien, quoi. Donc, ça, faut faire attention. Et il faut aussi faire attention au vent, parce qu'il y a plusieurs types de vent. Certains qui vont faire lever les vagues, même si tu as l'impression que quand tu te balades sur Terre, c'est une petite brise très légère. Quand tu es sur l'eau, ça change énormément, et quand tu es en kayak, tu es vraiment au ras de l'eau. La moindre vague ou la houle, ça peut rentrer dans le kayak quand tu as un kayak ouvert. Donc, faut faire attention à ça. Et ensuite, il faut faire attention aussi à tous les types de courants. Ça, c'est des choses qu'on apprend quand on part en Corse sans s'y connaître et qu'on fait un peu, qu'on se fatigue justement parce qu'on n'a pas compris qu'il y a des courants de surface, par exemple. Donc, en fait, c'est des courants que tu vas sentir particulièrement en kayak et qui vont te pousser plus ou moins vers le large ou te ramener vers la côte en fonction du courant. Et c'est des choses que tu peux apprendre en te rapprochant, encore une fois, de la FFCK, la Fédération française de canoë-kayak, ou que tu peux apprendre en fait en recherchant, en faisant quelques recherches sur Internet. Globalement, en fait, le kayak en mer, c'est beaucoup plus fatigant que le kayak sur un fleuve. Parce que sur le fleuve, le courant, il t'entraîne dans un sens, en fait. Donc, à moins que tu décides de remonter le fleuve, tu vas être tiré par le courant. Ou au pire, il n'y a pas de courant et du coup, il faut pagayer. Que sur la mer, il faut que tu jongles en fait avec les courants. Et au niveau de la sécurité, il y a aussi quelques spécificités. Nous, on est parti avec un kayak gonflable. Donc, c'est super confortable. C'est pas du tout adapté à la mer, par contre. On cherchait pas à faire d'exploits sportifs, donc c'était pas dérangeant pour nous. Et de toute façon, on n'avait pas les moyens d'investir dans un kayak de mer, parce que ça coûte très cher. Et en fait, notre kayak est considéré comme un engin de plage, et donc fallait qu'on soit à maximum 300 mètres d'un abri. C'est un endroit où tu peux te réfugier en cas de problème. 300 mètres, c'est pas beaucoup. Nous, on les a largement dépassés. On s'en est aperçu qu'on les avait dépassés quand on est passé au-dessus d'un banc de thon. En fait, 300 mètres, c'est vraiment pas loin. Souvent, c'est, tu sais, quand il y a des bouées jaunes qui délimitent l'espace de baignade, bah, des fois, elles sont à 300 mètres, les bouées. Et est-ce que vous avez dû jongler aussi avec la cohabitation, avec des bateaux, avec d'autres types d'embarcations? Alors là, que ce soit en mer ou sur le fleuve? En Corse, dans certaines zones, bizarrement, les zones protégées, les zones comme la réserve de Scandola, c'est une réserve qui a pour but du coup de protéger la faune et la flore. Et en fait, il y a énormément de bateaux touristiques. Nous, on y a été en moyenne saison, mais il y avait énormément de bateaux. Et des bateaux, enfin, faut qu'il y ait du rendement, faut qu'ils fassent je ne sais pas combien de sorties par jour. Et ils vont super vite, ils en ont rien à faire. Nous, on a un tout petit kayak, comparé aux bateaux qui transportent je sais pas combien de dizaines de touristes, on fait pas le poids. Et du coup, ça, c'est un peu embêtant parce qu'ils vont vite. Et en fait, un bateau, tu sais, ça fait des petites vagues quand ça passe.
Sauf que nous, on est au ras de l'eau, donc des petites vagues comme ça, c'est pas grand-chose, tu vois. Mais quand tu es au ras de l'eau, et ben en fait, ça fait des grosses vagues. Et donc, ouais, on a eu plusieurs problèmes. Ou les jet skis. Alors, eux, les jet skis, ils sont seuls au monde, hein. Il y en a quand même beaucoup qui nous voient et qui pensent pas du tout à freiner. Ils sont dans leur délire d'aller super vite. Sauf que c'est un peu comme t'as une voiture qui va super vite et t'as un cycliste à côté, quoi. On a fait la course contre un ferry, en Corse aussi. C'était le dernier jour, on arrive à Bastia. On était parti de Bastia, on retourne à Bastia. Et à l'entrée du port, moi, j'arrête de pagayer, je prends des photos. Enfin, voilà, j'étais juste trop contente. Ça faisait plus d'un mois qu'on était sur l'eau. Et on avait fait le tour de Corse en kayak. Et là, on se retourne et on voit au loin un ferry. Il avait l'air d'être loin. Donc on continue à prendre des photos et tout. Et là, on entend un gros bip, bip. En fait, le ferry va beaucoup plus vite que le kayak. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Et en fait, le ferry était beaucoup plus proche de nous que ce qu'on pensait. Et donc là, on a dû vraiment bien ramer pour se mettre à l'abri, pour rentrer dans notre port, pour que lui puisse aller dans le sien. Alors, il n'y a pas très longtemps, je peux en échanger sur Insta, et tu me disais que par contre, voyager en canoë, ça favorise pas beaucoup les rencontres. Bah, surtout, voyager en canoë hors saison. Oui, c'est vrai. En fait, ça dépend. Il y a sur la Loire, donc au début, je te disais que c'est un fleuve qui est pratiqué, qui est beaucoup utilisé par les kayakistes, d'après ce qu'on a pu voir sur Internet. Mais c'était peut-être la période, c'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de pluie, je sais pas, mais on n'a pas fait énormément de rencontres en fait sur la Loire. Et d'un côté, c'est bien parce que sur la Loire, en fait, on est loin de la Loire à vélo, par exemple. Il y a vraiment des endroits qui sont accessibles que via la Loire. T'es au milieu d'une forêt et il n'y a pas de sentier de randonnée à côté, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de route. Et en fait, t'es un peu seul au monde, quoi, au milieu de la nature. Donc ça, c'est quand même super chouette. Et ensuite, par contre, sur le canal de Nantes à Brest, là, il y a une piste cyclable, du coup, la piste cyclable du canal de Nantes à Brest. Et là, on a rencontré énormément de monde. C'était super chouette parce que on avait installé un canard gonflable à l'avant du kayak. Et en fait, les enfants, ils étaient complètement fous quand ils voyaient notre canard et notre kayak jaune sur l'eau. Ils voulaient prendre des photos, ils n'arrêtaient pas de nous saluer, donc ça, c'était chouette. Mais tu vois, c'est des rencontres comme ça. Il y avait aussi des voyageurs, des papis, mamies en camping-car, qui faisaient du coup le canal en camping-car. Et ils nous attendaient des fois. Et ils colportaient notre humeur des deux jeunes filles qui ont traversé la France en kayak. Donc il y a des fois, une fois, on s'est arrêté je sais plus où. Et en fait, il y a quelqu'un qui nous dit « Ah oui, hier, vous étiez à tel endroit et vous avez mangé une crêpe ». On n'avait jamais vu cette personne. D'accord, ouais, c'est rigolo, ça. C'est un peu flippant. Ouais. Mais voilà. Mais c'est sympa. Ça invite les curieux, en fait, à nous parler. Les gens, quand on en croise, viennent quand même spontanément vers les kayakistes. Ça intrigue. Le fait d'être deux filles aussi, je pense qu'ils se demandaient un peu ce qu'on faisait et pourquoi on était là. En Corse, on a eu deux cas de figure. On a reçu un accueil mais complètement incroyable de tous les Corses qu'on a croisés. Mais c'est juste des gens mais tellement tous ceux qu'on a rencontrés. Hein. Je vais pas globaliser sur tous les Corses, mais tous ceux qu'on a rencontrés, ils étaient ultra serviables. À chaque fois, ils nous demandaient si on avait besoin d'eau, si on avait besoin de quelque chose. Ils nous parlaient de l'île. C'est vraiment chouette. Après, c'était hors saison. Donc, il y en a plein qui nous disaient « Non, mais là, on est gentils parce que vous êtes les premières touristes. » Après, fin du mois d'août, à cause de l'afflux touristique, au bout d'un moment, t'es fatigué et c'est normal. Donc, de la part des Corses, on a reçu un accueil assez incroyable. Un pêcheur qui nous a prêté son cabanon pour qu'on puisse laisser notre kayak à la fin du voyage. Et sur l'eau, on a rencontré 2 fois des kayakistes. Un groupe d'hommes ultra condescendants, qui nous ont expliqué que faire le tour de Corse en kayak gonflable, c'était pas possible. Et qu'en plus, nous, 2 femmes qui ont pas du tout des allures de sportives, on n'allait jamais y arriver. Bon, on avait déjà fait les 3/4 du tour. Mais voilà, quoi. En gros, c'est le type de personne qui te démoralise un peu, qui plombe l'ambiance sans qu'on sache vraiment pourquoi, qui nous explique que pour faire du kayak de mer, faut avoir un vrai kayak de mer et pas un kayak gonflable, et que faut être super sportif. Alors que pas du tout. Chacun avance à son rythme et chacun fait un peu ce qu'il veut. Et ensuite, le jour de notre arrivée, on a rencontré 2 kayakistes, 2 jeunes, qui venaient de terminer le Tour de Corse en kayak. Eux, ils ont mis une quinzaine de jours
Ils étaient partis de Bastia, ils sont revenus à Bastia, ils avaient des kayaks de mer. Et eux, par contre, ils étaient vraiment curieux aussi. Et c'était intéressant parce que c'est des personnes qui ont fait le même tour que nous, le même voyage, mais complètement différent. Parce qu'ils avaient un autre équipement et eux, ils étaient vraiment... Enfin, c'est des personnes qui n'avaient pas beaucoup de temps de vacances. Ils avaient que 2 semaines encore, donc il fallait qu'ils finissent leur tour en 2 semaines, quoi. Ils n'avaient pas le choix. Donc c'était intéressant de pouvoir comparer les expériences et de voir que d'autres personnes pouvaient être intéressées aussi par notre mode de voyage très très lent. Là, c'est du slow travel très 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 lent. Oui, parce qu'en fait, il y a la manière dont tu vas voyager ou le mode que tu emploies, mais après, il y a aussi la philosophie. On peut effectivement faire le tour de la Corse en kayak en mode ultra sportif, en essayant de le faire le plus rapidement possible, et à l'inverse, se laisser porter et puis arriver quand on arrivera, quoi. Ouais, nous c'était un peu ça. Enfin, parce qu'on avait le temps, on connaissait pas du tout la Corse. Donc on avait aussi envie d'en profiter pour visiter. Et comme je disais, on est tombé sur des gens tellement gentils à chaque fois que on arrivait dans des endroits où on n'avait plus trop envie de repartir, quoi. Et c'est tellement beau que, pareil, il y a des endroits où on arrivait, on disait mais en fait on reste là. Enfin, on n'avait pas trop envie de repartir. Et justement, comment ça se passait quand vous arriviez à un endroit et que vous aviez justement envie de laisser un petit peu votre kayak pour aller visiter à pied, vous balader, etc. Parce que du coup, vous aviez toute votre vie avec vous sur le kayak. On fait partie un peu de la team des bisounours. On vit dans un monde de bisounours avec mon ami. Du coup, on laissait le kayak et nos affaires au bord de l'eau. Vu que je travaillais en même temps, moi, je prenais ma tablette, je prenais mon appareil photo et je prenais tous les trucs de valeur. Mais sinon, tout le reste, en fait, on le laissait sur l'eau. Et en Corse, on le mettait sur la plage et voilà. On cherchait un coin d'ombre pour pas que le soleil... Le plus gros problème, en fait, c'était le soleil, pour pas que l'air fasse péter le kayak à cause de la chaleur. Mais sinon, ouais, on laissait les affaires sur la plage. Et après, on part du principe, enfin, faut quand même être motivé pour voler un kayak. Ça veut dire que tu retournes le kayak, tu sais pas forcément pagayer, t'en fais quoi? Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui se vole. Enfin, si, ça se vole, mais on s'est dit, au pire, il y aura des enfants qui vont essayer de jouer avec ou quoi, mais il nous est rien arrivé, heureusement. À la fin du tour, il nous restait quelques jours pour se balader et visiter l'île. Et du coup, on avait rencontré un pêcheur qui nous a prêté son cabanon. Et donc, on a pu laisser le kayak dans son cabanon pendant 2 semaines, le temps de visiter l'île. Est-ce qu'il y a des derniers conseils que tu aimerais donner pour quelqu'un qui veut se lancer en kayak? De pas se mettre la pression. Moi, je pense qu'il faut en profiter, de pas rester sur l'idée justement qu'on va se prendre la tête avec quelqu'un parce qu'on confond la droite et la gauche. C'est pas grave. D'y aller vraiment, cool, de prévoir le temps. Là, je parle pour les personnes qui le font pas dans un objectif de défi sportif ou d'exploit, hein. Enfin, vraiment pour partir en voyage, de se dire, bah, c'est pas grave si au début, t'es pas d'accord sur où est la droite, où est la gauche, tu prends ça à la rigolade, t'avances. Au pire, tu fais des zigzags, c'est pas la fin du monde. Et juste d'en profiter parce que c'est quand même une expérience vraiment unique et on voit des choses que peu de personnes voient. On arrive dans des endroits, enfin, en Corse, tu rentres dans des grottes où tu passes dans des failles et personne d'autre ne le fait. En fait, si t'es pas en kayak ou en paddle, tu n'y as pas accès. Donc, juste profiter du moment et sans se mettre la pression. Je pense que c'est vraiment un type de transport, un type de voyage où faut un peu lâcher prise et faut se laisser porter. Et ensuite, si vraiment on a peur, ou si on se sent pas capable de se lancer sans s'y connaître, ou si on connaît pas ses capacités ni rien, on peut aussi prendre des cours ou faire un stage dans les écoles de pagaie. Nous, on l'a pas fait, mais je pense que c'est possible aussi de se rapprocher de la FFCK, la Fédération française de canoë-kayak, pour avoir des conseils, pour apprendre à manier la pagaie, parce que c'est pas inné en fait. Et aussi, un truc à savoir, pour les personnes qui partent en canoë gonflable, par exemple, ou en kayak, comme ce qu'on a fait, c'est pas aussi difficile, en fait, que les kayaks de location, quand on part en vacances et qu'on décide de se faire les gorges du Verdon ou quelque chose comme ça. Enfin, les kayaks de location sont super lourds. Et donc, ça peut être super compliqué. Et souvent, les gens me disent qu'à la fin de la journée, déjà, ils ont envie de taper sur leur copagayeur parce que il y a souvent des gens qui confondent la gauche et la droite. Et ensuite, à la fin, ils ont des courbatures et ils me disent qu'ils ont fait 8 km et ils en peuvent plus. Mais c'est parce que c'est des engins, en fait, super lourds.
que les kayaks gonflables, c'est vraiment léger et c'est beaucoup plus agréable. Après, je sais aussi qu'il y a des prestataires qui proposent, alors pas sur plusieurs mois, sur quelques jours ou des séjours entiers en fait en kayak. Je pense notamment, il n'y a pas très longtemps, on était dans la vallée de la Vézère. J'ai fait une petite balade en kayak, voilà, à la demi-journée, mais je sais qu'ils proposaient aussi 2-3 jours ou même 4 jours le long de la Vézère et puis avec des bivouacs, mais tout en étant accompagné et les choses organisées. Donc pour les gens qui ont envie peut-être d'avoir une première expérience, ça peut aussi être ça. Je sais que sur la Loire, c'est pas mal proposé aussi sur certains tronçons. Donc j'essaierai de mettre un petit peu des infos dans la retranscription de l'épisode parce que c'est vrai que ça peut être une première approche pas trop stressante avant de se lancer tout seul. Donc Céline, tu nous as donné plein d'astuces, tu nous as partagé ton expérience pour voyager en kayak. Franchement, ça donne envie, même si je pense que j'aurais encore un petit peu les chocottes. En tout cas, sur des petits tronçons, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire, surtout pour la proximité avec les oiseaux. Voir par exemple des petits martins pêcheurs là, te filer sous le nez, c'est vraiment magique. En tout cas, si vous voulez plus d'infos pratiques sur comment on voyage en kayak, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés dans le podcast. Je vous mettrai plein de liens vers les articles de Céline, à la fois les articles pratiques, mais surtout ses récits de voyage en kayak, parce que Céline, c'est une des plus belles plumes de la blogosphère, et donc il faut vraiment aller aussi la lire, parce que c'est un voyage en soi. Et pour poursuivre les échanges, comme d'habitude, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @globeblogger. Venez me raconter vos voyages en kayak si vous en avez déjà fait, ou alors venez me dire lesquels vous avez envie de faire. Bref, continuons à papoter sur ce réseau social. Merci beaucoup Céline de ton temps, de ta générosité. Franchement, j'ai été ravie de papoter avec toi, ça m'a fait super plaisir. Ouais, merci. J'espère que ça donnera envie aux gens de faire du kayak, parce que c'est vraiment un sport tout doux. Et enfin, je le répète, je suis pas une grande sportive à la base. Donc, j'espère que ça donnera envie aux gens de se lancer, même si c'est pas pour faire le tour de Corse ou autre, mais juste sur quelques jours.